La culture, les savoir-faire. Je pense que le patrimoine immatériel, déjà c'est en opposition à matériel. Donc c'est effectivement tout ce qui est plus dans la tête des gens, comme des souvenirs, des traditions, je sais pas, des recettes de cuisine, des poèmes, des chansons, l'art, éventuellement. Voilà. Non, moi immatériel autant que patrimoine, ouais, immobilier, je saurais vous dire. Immatériel, non. Oui, j'en ai déjà entendu parler. Qu'est-ce que c'est pour moi? Ça peut être, je sais pas, des chansons militantes syndicalistes, puisqu'on est dans la CGT des métallurgistes. Voilà, c'est ça que je pense. Sinon, Immatériel, non. pas vraiment. Ça vous fait pas clair. Non, pas vraiment. Oui, le patrimoine immatériel, c'est le folklore, les traditions et le savoir-faire. Donc j'ai l'impression que cette définition de patrimoine immatériel est un petit peu compliquée et pas très claire, je t'avouerai, même pour moi, Emilia. Bah écoute Camille, je comprends ton ressenti, mais malgré tout, c'est assez clair. Et c'est assez clair depuis 2003, depuis que l'UNESCO a défini clairement ce qu'était le patrimoine immatériel. Si tu veux, il faut absolument que ce soit quelque chose qui se transmette de génération en génération. Ça, c'est la condition sine qua non. Et cette chose qui se transmet de génération en génération, elle peut prendre plusieurs formes. Ça peut être les savoir-faire, ça peut être l'artisanat, ça peut être des traditions, tu vois. Est-ce que tu vois nous à table? Oui. Et bien ça, c'est le patrimoine immatériel de la France. Vraiment? Le repas français a été classé, par exemple. D'accord, ok. Et donc Emilia, tu parles de nous à table, français, donc on a notre patrimoine immatériel, mais est-ce que toutes les civilisations et tous les continents ont leur propre patrimoine immatériel? Potentiellement oui, c'est propre à chaque culture. Et par exemple, chez nous on a effectivement le repas, on vient d'en parler, à l'autre bout du monde, en Asie, au Tibet particulièrement, et il y a des coutumes aussi qui valent le coup d'être classées au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. C'est de la Malaisie, je crois. Ça? Vers la Chine. Ah mais oui, c'est en Chine. Alors le Tibet, je connais, mais je serais incapable de le citer sur une carte, Emilia. Tu pourrais m'aiguiller là-dessus? Écoute, il n'y a pas de problème, beaucoup de gens effectivement en ont déjà entendu parler et ont du mal, c'est pour ça que je t'ai dessiné une petite carte. Ah. En fait, c'est simple. Si tu veux, le Tibet, regarde, c'est une région culturelle, on peut même peut-être parler d'un pays culturel qui prend place sur le territoire politique principalement de la Chine. Et par exemple, au Tibet, ils ont une culture particulière, ça c'est sûr. Ils ont surtout une médecine traditionnelle qui est vraiment une coutume importante à sauvegarder. Je te propose qu'on aille voir directement ce que c'est, ça s'appelle le Hamchi. Magnifique. Hamchi. Rien du tout. Hamchi. Ouais. Rien du tout. Non. Non. Ouais. Aucune idée? Non, aucune idée. Non. Non. Hamchi. Ouais. Alors rien comme ça. Rien du tout. Désolé, mais rien. Alors Hamchi en arabe marche. Écoute Camille, si ça peut t'aider, prends cette carte avec toi Merci beaucoup. et on va tout de suite, nous, au Tibet. Très bien, allez, bon voyage. Bien, il fait froid ici, hein. Nous voilà donc à Lhasa, capitale du Tibet. J'ai l'impression qu'on manque un petit peu d'oxygène, non? Eh bien, c'est tout à fait normal Camille, puisqu'on est à 3650 mètres d'altitude. Pour te donner une idée, Paris, c'est à 35 mètres d'altitude, 1000 fois moins. C'est normal qu'on ait un petit peu froid. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que si on est malade, on peut se soigner. Ici, on pratique le Hamchi, la médecine traditionnelle tibétaine. En fait, elle repose sur un principe qui est très simple, qui est complètement opposé à notre médecine à nous qu'on connaît, nos grands médicaments. Okay, le principe, c'est que c'est un mélange de médecine indienne, ayurvédique, et de médecine traditionnelle chinoise. Ça repose sur un équilibre du corps et de l'esprit, et il y a 3 humeurs importantes. La première, c'est le vent. Alors le vent, c'est l'équivalent de la respiration, en gros. Ensuite, tu as la bile, qui est le deuxième élément. Alors la bile, en fait, c'est tout ce qui concerne l'élément feu, c'est la digestion, c'est un peu ce qui se passe à l'intérieur de toi, vraiment. Et puis, enfin, il y a le flegme. Et alors là, le flegme, c'est la stabilité vraiment de l'esprit. Donc tu vois, il y a vraiment 3 parties séparées, mais je ne sais pas vraiment comment ça marche au quotidien.
Alors, est-ce que tu as une idée? j'ai quelques petites informations avant de venir. Donc, il y a 3 diagnostics d'ailleurs qui se font. Donc, on a tout d'abord la palpation, donc la prise de pouls, Emilia, sur D'accord. 3 endroits différents. Après, on a un petit questionnaire sur nos habitudes alimentaires, nos habitudes de vie. Et enfin, une observation de notre langue et de nos urines. Ah, En effet. Donc, pour le traitement, nous avons les plantes médicinales, évidemment. Un meilleur régime alimentaire, c'est ce que vont nous dire à chaque fois. Manger mieux, manger plus sainement. Des conseils pour une hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie, hein, évidemment. oui. Et sur ça, on peut faire yoga, méditation. Voilà, exactement. Merci Emilia. Je t'en prie. Et ensuite, des massages tibétains. Des fameux massages traditionnels, Ça fait du bien. suivis d'acupuncture et autres soins de la médecine chinoise traditionnelle. D'accord, merci Camille. C'est incroyable comment il y a trop de patrimoine immatériel qui sont encore méconnus. Heureusement, grâce à cette vidéo, j'en ai découvert un nouveau. Toi aussi, défends ton patrimoine immatériel, défends ta culture.